fait des revendications, on a un peu un ton mordant, on essaie d'être un peu, on est un petit peu toujours au combat. C'est pas forcément la meilleure manière de faire, hein. Moi, je suis assez pour plutôt avoir une logique où finalement les personnes que vous essayez de convaincre, vous essayez de les convaincre avec des manières de dire qui finalement font que, ah ouais, tiens, ouais, effectivement, hein, là c'est la com qu'ils avaient fait à l'époque à Cromontana, faisait partie du plan santé, hein, pour montrer un peu que, voilà, hein, mais c'est intéressant parce que c'est une communication qu'on a l'habitude d'entendre et que tout d'un coup, vu hein, par un de vos amis dessinateurs, tout d'un coup, le message, il change absolument de ton, puis les gens, dans un débat, ils prennent ça vraiment autrement quand on arrive à, disons, désamorcer le débat en amenant un petit peu une autre manière de dire les choses. Hein. Donc, essayez de voir parmi vous, il y a toujours un ami dessinateur parmi nos connaissances, hein, donc essayez d'en trouver un et puis comme ça va animer vos débats. Un autre aspect que je trouve important, qui est aujourd'hui nouveau, hein, qu'il n'y avait pas avant, c'est que vous pouvez directement montrer votre soutien aux espaces publics que vous aimez, simplement en étant fan, en étant abonné à ces espaces sur leur site virtuel, si je peux dire. Hein. La Highline, si vous connaissez ce projet, hein, donc ce grand espace qui récupère des friches ferroviaires qui permet donc de se balader à New York, vous voyez là derrière, en fait, les gens se baladent là-dessus, c'était une ancienne voie ferrée qui a été récupérée en voie verte. C'est un très joli projet qui marche très bien, qui, à la base, n'aurait pas dû se faire parce qu'il y avait des promoteurs, c'était déjà prévu, c'était même déjà presque, c'était même vendu, je crois bien qu'il y avait déjà le plan, le maire précédent. Hein. Il y a eu une conjonction là de choses qui se sont passées, mais donc le maire précédent était déjà en train de signer le contrat. Il se trouve qu'il y a eu les élections et in extremis, les Friends of the High Line, donc c'est bien des citoyens qui se sont mis ensemble et qui ont protesté et qui ont dit nous on veut garder cette promenade qui était à l'époque pas vraiment ouverte, hein, mais quelques-uns fréquentaient et donc sont devenus, se sont montés en association et ont donc fait cette demande pour qu'on stoppe la procédure. Et du coup, c'était stoppé. Et du coup, quand Bloomberg est rentré au pouvoir, il y a donc eu après le concours. Et puis, ils ont effectivement réhabilité cette friche. Et du coup, on peut aujourd'hui s'y balader. Il y a énormément de gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la chance, quand même, je trouve, d'être dans un monde un peu étrange, dans lequel, aujourd'hui, c'est quand même un peu magique. Les espaces publics vous parlent à vous directement. Enfin, j'entends, il peut très bien, comme c'est d'ailleurs là, le cas, dire venez me voir vendredi, je lance une fête. Quoi, hein. Et ça, c'est quand même un truc qui est étonnant. C'est-à-dire cette capacité des espaces publics à s'adresser directement aux gens. Il y a évidemment quelqu'un derrière, hein. C'est pas l'espace public qui vous parle, mais enfin, c'est quand même quelque part l'espace public qui vous parle. Et ça, moi, je trouve, c'est proprement magique. Il y a quelque chose là qui donne, c'est vraiment le Internet of Things, hein, comme on en parle depuis un moment, hein, c'est-à-dire cet Internet des choses, où c'est des choses elles-mêmes qui ont des identités et qui commencent à interagir avec nous. Et ça, hein, notamment pour la défense d'un espace public, s'il est en péril, ou pour le fait de le faire monter en puissance, si c'est un espace qui n'est pas encore assez là, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. N'importe qui peut ouvrir un fil Twitter, vous ouvrez votre propre fil Twitter pour votre espace public préféré, vous amenez des fans, au bout d'un moment, vous aurez, je parle des milliers, des dizaines de milliers de gens qui auront été fans de cet espace, et vous verrez du coup que ce sera beaucoup plus difficile à le démolir, ou à y construire des immeubles, ou à en faire autre chose que ce que c'est, notamment pour la préservation de l'espace. Ça, c'est une bonne manière de faire. Vous pouvez aussi vous dire que vous pourriez mettre un peu de poésie dans la ville, hein, parce qu'in fine, parfois ces trucs c'est un peu boring, hein, avec tous ces machins qui se ressemblent un peu tous. Moi j'aime particulièrement ce que fait Banksy, par exemple, vous connaissez peut-être, qui est un street artist, comme on dit, hein, qui fait beaucoup ces fresques, qui sont très connues, hein. C'est un artiste mondialement connu qui est exposé, pensez pas comme ça que c'est un artiste pauvre, loin de là, hein, c'est quelqu'un qui est exposé dans les plus grands musées du monde. Et Banksy a toujours cette manière de faire, de détourner des choses qui sont déjà là pour tout d'un coup faire apparaître une autre idée. Et j'aime bien cette idée de, disons, s'appuyer sur le normal ou sur les choses qui sont ces choses qu'on voit toujours dans la rue et tout d'un coup en faire un peu quelque chose de poétique, un peu artistique. Ça nous fait sourire, ça nous fait
traverser la rue autrement. Hein. C'est une expérimentation qui a été faite à la ville de Paris, sous mon instigation d'ailleurs. À l'époque, j'avais dit qu'il faut faire en sorte que ce soit différent, que les lignes de désir soient marquées d'une autre manière, qu'on puisse traverser d'une manière plus sympa que simplement avec des passages piétons habituels, dans le sens de libérer les gens, de donner un peu plus de liberté aux trajectoires, pour pas qu'on soit toujours cadré et qu'on puisse, notamment dans les zones de rencontre, traverser un peu plus largement comme ça nous vient à l'esprit. Donc ils ont suivi cette idée plus tard, hein, donc une année plus tard, ça c'était dans le cadre d'un séminaire de formation que j'ai donné au cadre de la ville, de la mobilité, et ils ont par la suite repris cette idée, ils ont lancé un concours d'idées, ils ont demandé à différents comités de quartier de lancer des idées, et donc il y a eu tout un processus participatif, il y a eu 6 familles de types de passages piétons possibles qui ont été peints et expérimentés à plusieurs endroits. Et puis les gens pouvaient voter pour celui qu'ils préféraient. Je crois que cette famille-là, la famille des pixels, comme on appelle ça, a eu pas mal de succès. Et puis l'idée par la suite, c'est de voir si on peut étendre ça un peu plus et en faire un peu ici et là. Donc un peu de poésie, je pense que ça peut être vraiment intéressant, même dans des endroits qui ne payent pas de mine. Hein. Regardez ici une petite action de détournement qui a été faite. Ici, ça c'est une photo que j'ai prise à Bruxelles. C'est une histoire intéressante parce que, in fine, j'ai dû faire la queue pour prendre cette photo. Il y avait tellement de gens qui étaient en train de prendre cette photo que j'ai même pas pu prendre la photo immédiatement, quoi. Et on était au moins 5 sur le moment même. Alors que je veux dire, c'est pas un monument, le truc est moche comme tout, il y a des grilles, je veux dire, mais en même temps, il y a cette vue qui est assez belle. Et effectivement, on domine Bruxelles ici, hein, on a ici Station Sœur, et puis là en bas, une place publique qui est assez sympa. Derrière nous, c'est l'extrêmement moche tribunal de je ne sais plus quoi, un truc vraiment immense et laid comme on sait faire. Les tribunaux, j'entends, c'est souvent généralement comme ça, immense et laid. Et puis, il y a quand même cette vue incroyable. Et donc, quelque part, un détournement de quelque chose qui est à la base moche, une barrière de chantier, pour en faire un truc plutôt sympa. Et c'est ça aussi que les humains arrivent à faire, c'est, disons, avec l'humour, avec quelque part à détourner, à faire quelque chose avec la laideur. Moi, je suis pour vraiment, quand on a de la laideur comme ça se Genève, pour dire, hein, c'est pas qu'on est à l'abri de la laideur. Hein. Donc, on doit en faire quelque chose. C'est-à-dire, on peut pas, enfin, moi je trouve qu'en tant que citoyen, on ne peut pas voir ça et rester indifférent. On doit protester. C'est notre devoir de protester. On ne peut pas rester indifférent à ça, à cette mocheté constante qu'on croise tous les jours dans nos périphéries, qu'on croise même tous les jours dans nos centres. Il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'est pas que c'est pas soigné, hein, c'est propre. Hein. Il y a eu un machin là. Enfin, c'est pas parfait, mais quand même, quoi. Et puis, est-ce que je vais me faire flasher quand même? Je vais m'asseoir là. Je sais pas, il y a des limites, quoi. Hein. Donc, vous voyez, pour qui c'est aménagé? C'est ça la question qu'on doit se poser. Une photo comme ça, c'est dire, mais ça, c'est pour les personnes ou c'est pour les voitures? Et donc, ce genre de questions, il faut se les poser, et il faut aussi, évidemment, du coup, agir. Et donc, moi, je vous encourage vraiment, chacun d'entre vous, dans votre ville, organiser cette cérémonie des Gérards, des endroits les plus moches de votre ville, parce que vous connaissez les Gérards, c'est comme les Oscars, c'est la cérémonie des Oscars, on fait les Gérards, c'est pour les pires films, les pires acteurs. Hein. Comme vous avez aussi les Razzie Awards, hein. C'est le truc pour vraiment les mecs les pires qui ont fait les pires prestations de l'année. Donc je vous encourage à organiser quelque chose comme ça parce que ça a beaucoup de succès. Généralement, les gens viennent beaucoup voir sur le site qui c'est qui a gagné le truc du truc le plus infâme. C'est un truc qui intéresse vraiment, même si ça sera publié dans les journaux. Et donc, du coup, la commune qui aura reçu le prix, parce que donc c'est un prix quand même que vous allez le voir, le maire, vous lui dites, voilà, merci. Vous savez, cette année 2015, vous avez le prix, le truc le plus infâme de Lausanne. Je peux vous dire que le maire, il ne peut pas rester indifférent, quoi. Le maire de cette commune, vous voyez ce que je veux dire? Il va forcément faire quelque chose. Et je vais vous expliquer plus loin l'histoire d'un maire aussi de ce style. À Oklahoma, on va y revenir. L'effet que ça fait sur les maires quand ils ont de la publicité négative. Ça, s'il y a bien une chose que les maires n'aiment pas, c'est de la publicité négative. Ils veulent absolument changer leur image. Je vous encourage aussi, parce que vous savez bien que les maires, ce qu'ils veulent, c'est couper le ruban. Et comme ils veulent couper le ruban, généralement, ils ne veulent jamais finalement faire des choses pour les piétons ni pour les vélos, parce que finalement, il n'y a pas assez de ruban à couper.
Donc moi, je vous encourage à faire des petites fêtes d'inauguration, couper le Bourbon rouge à vos lignes de désir. Les lignes de désir, c'est ça, c'est des lignes finalement un petit peu sauvages qu'on fait quand finalement personne n'a pensé à vous mettre un chemin devant vous et vous voulez quand même passer par là. Et donc du coup, c'est votre ligne de désir et puis donc forcément, vous y allez et d'autres y vont, bien entendu. Et pour finir, ça fait comme ça des grandes lignes de désir. Ça, c'est un exemple qui est vers la place des Nations, vers le petit Saconnet. Vous voyez que, je veux dire, c'est en ville, quoi. C'est pas non plus que c'est à Tombouctou, quoi. C'est Genève, là. Et je trouve que c'est intéressant de voir que, encore à Genève, et encore aujourd'hui, enfin, là, peut-être maintenant qu'ils ont quand même officialisé la chose, mais en tout cas, c'est bien de dire officialisons, et donc pour officialiser, faites en sorte que ça ressorte, c'est-à-dire qu'on comprenne que c'est faisable. De même, quand vous voyez ce type de choses, jardin privé, ne pas marcher sur les pelouses, les chiens doivent être tenus en laisse, alors forcément le jardin il est nickel, il peut bien l'être, quoi, parce qu'il n'y a strictement personne qui l'utilise. Ça c'est tout le problème parfois de la logique des coopératives ou des... alors parfois c'est utilisé quand même, je ne dis pas que toutes les coopératives n'utilisent pas, mais disons on est de nouveau dans le même type de cas que ce que je vous disais avant, qui est qu'est-ce que c'est qu'un espace public, qu'est-ce que c'est qu'un espace privé. En Suisse, on a, et de plus en plus d'ailleurs, y compris d'ailleurs avec les écoquartiers et même les quartiers sans voiture et autres, des logiques de privatisation de l'espace. Ça, c'est des grands débats au niveau mondial. Il y a des experts comme Saskia Sassen, par exemple, qui ont beaucoup écrit des ouvrages dans ce domaine pour s'inquiéter, disons, du fait qu'on a de plus en plus des espaces qui ne sont pas totalement public, alors que la chose publique, la nature publique de l'espace public doit être d'une certaine manière respectée. En tout cas, c'est mon opinion, et justement, c'est pour ça qu'on est là, on pourra en débattre tout à l'heure. Une autre manière de faire, c'est de travailler avec la lumière. Je vous encourage, parce que se payer des urbanistes, c'est assez cher, mais se payer des urbanistes lumière, c'est pas cher du tout. Parce que la lumière, ça coûte pas cher, étrangement. C'est vraiment un truc qui est facile à faire, qui, du fait que c'est virtuel, ça n'impacte pas. Vous pouvez, avec, disons, quelques milliers de francs, créer des ambiances absolument magiques dans un endroit, par ailleurs, tout à fait banal. Ici, un exemple qui nous vient de Strasbourg, mais j'ai beaucoup d'exemples dans le monde entier. Moi, j'ai beaucoup travaillé en partenariat avec des urbanistes lumière, et entre autres, avec Isabelle Corten de Radiance 35, qui était l'urbaniste lumière en charge, par exemple, du plan lumière pour Lausanne. On a travaillé ensemble sur ce plan lumière, qui est aujourd'hui en cours d'exécution. On a fait les démarches participatives, donc on faisait des promenades exploratoires le soir. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous a pu y être. On avait fait ça à l'époque sur plusieurs quartiers à Lausanne. C'est des choses, justement, qui permettent à peu de frais, finalement, de beaucoup changer votre quotidien. Utiliser la lumière, investir ce domaine. Vous pourriez aussi faire, comme ici à Toronto, mais c'est quelque chose qui a essaimé dans beaucoup d'autres villes dans le monde, un projet qui s'appelle Murmure. Comme son nom l'indique, c'est donc un projet sonore. Vous voyez, ici, c'est une photo, en fait, du tout début du projet. Il n'y avait même pas encore de smartphone, pour dire. Donc c'était encore un système par SMS en fait. Vous pouvez recevoir un SMS. Quand vous passez là-devant, vous pouvez téléphoner. Il y a un petit numéro auquel vous pouvez téléphoner. Vous envoyez un SMS et puis le truc vous envoie. Et comme ça, vous écoutez des petites histoires que les gens ont racontées sur cette rue, sur ce carrefour, sur cet immeuble. Donc c'est assez intéressant comme manière de voir la ville et comme manière de... Comment dire, c'est un peu comme découvrir des trésors cachés. Vous laissez des petits messages pour les autres et les autres laissent des petits messages, disons, sur ce que vous avez vécu dans ce quartier. Je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante, qui met beaucoup de relief, qui donne beaucoup de proximité et beaucoup de vie à des rues finalement où on passe sans trop penser qu'il y a finalement des gens qui sont là. Donc moi je suis aussi assez, disons, pour des interventions sonores, parce que les interventions sonores nous touchent beaucoup. Disons que tout ce qui n'est pas visuel nous touche plus, parce que le visuel, on est déjà tellement surchargé. Et donc, du coup, c'est bien de pouvoir être dans une logique où on peut tout d'un coup travailler avec le goût, travailler avec les odeurs, travailler avec le son. C'est des univers sensoriels qu'on n'a pas trop l'habitude de pouvoir toucher, si j'ose dire.
Et du coup, c'est bien d'avoir ce type d'action. C'est des actions qui marqueront beaucoup plus les gens, ils vont s'en souvenir beaucoup plus. Donc je vous conseille dans votre activisme, si vous voulez faire ça comme ça, ou si vous voulez sensibiliser les gens à certains types de causes, c'est important d'y aller aussi d'une manière multisensorielle. Et puis, d'une certaine manière, c'est un titre un peu provocateur, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans ce type d'appropriation, c'est que vous créez tout d'un coup d'un espace indéfini dans lequel on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on peut faire. Vous allez créer un petit espace intime qui, du coup, alors sans le privatiser plus que ça, hein, mais qui, du coup, va devenir quelque chose qui, au cours de la journée, pourra être utilisé par plusieurs types de personnes, pour plusieurs types de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement qu'est-ce qui est différent. Je veux dire, cette herbe, c'est la même, hein, j'entends. Mais quand on regarde, ça ferait quand même tout autre chose si on avait simplement un grand tas d'herbes comme ça, plat. Il y a peu d'intérêt, je pense que les gens ne feraient que passer, n'utiliseraient pas vraiment. Alors que le fait d'avoir créé un petit cocon d'herbes que vous pouvez vous approprier vous-même à une échelle qui est logique pour vous, ça change tout. Et du coup, on a des usages. Et du coup, c'est intensif. Et du coup, effectivement, les gens vont utiliser cet espace. Méfiez-vous, d'une certaine manière, des espaces trop larges, trop grands, sans échelle humaine. C'est un peu le problème principal qu'on a aujourd'hui dans les villes. Alors évidemment, on peut avoir des beaux espaces grands, mais qui généralement, si vous les regardez bien, vous regardez des parcs du 19e, ou c'est des espaces qui sont subdivisés, alors pas forcément clôturés, mais qui ont des sous-ambiances, qui ont des petits espaces, des petites niches, hein, autour de certains arbres, ou bien il y a de la pente, il y a un paysage qui fait qu'on se sent bien, on se sent entouré, on se sent bien protégé. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque dans les espaces actuels, qui sont beaucoup trop vastes, beaucoup trop vides, beaucoup trop plats, et dans lesquels on se sent un peu toujours comme dans un désert, quoi, hein. Donc ça, il faut vraiment faire autrement. Et je vous encourage aussi, de manière plus globale, finalement, à vraiment adopter cette guérilla attitude, qui consiste à dire, tout ce qu'on voit, finalement, tout ce qu'on peut changer, à notre échelle, on le change, quoi. Et on n'attend pas, finalement, que d'autres le fassent pour nous, quoi. On peut le faire, alors on le fait. On prend un peu de peinture et paf, allez, on fait un truc différent, quoi. Et c'est sûr que, là, par exemple, cette photo, je l'ai prise depuis la voiture, hein. J'étais moi-même en voiture, en l'occurrence, parce que j'allais à l'aéroport, j'étais à l'arrière d'un taxi, et ça m'a vraiment frappé l'œil. Ça, c'est à Buenos Aires, c'est vers le musée d'art contemporain, mais c'est intéressant de voir que ça change tout, quoi. Vous attendez plus votre bus de la même manière, vous passez plus par là en voiture de la même manière, les mecs qui courent là derrière cette avenue ne courent pas de la même manière, la personne qui promène son chien ne promène pas son chien de la même manière. Et c'est juste un coup de peinture. Ça coûte rien. Mais ça coûte de l'imagination, et ça coûte de la volonté, et ça coûte de l'initiative, et ça coûte un petit esprit un peu, on va dire, ouais, qui est quand même un petit esprit subversif, quoi. Il faut oser le faire, et puis il faut peut-être oser aller voir les autorités, demander des autorisations, voir si c'est faisable, et si, et ça. Mais c'est une attitude qui finalement paye. Il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui rentrent en négociation avec les guerrilleros, comme on les appelle, donc ces gens qui sont en fait dans une espèce d'attitude de guérilla urbaine, au sens positif du terme, hein. C'est pas que vous allez... Le plus difficile que j'ai vu, c'est ceux qui lancent des bombes, mais c'est des bombes de semences, hein. C'est pas des bombes, j'entends, c'est pas des cocktails Molotov, vous voyez ce que je veux dire, mais ça a des semences dedans, et puis vous les balancez comme ça, et puis ça fait pousser des fleurs. Il y a des artistes comme ça qui font ce genre de trucs, c'est assez rigolo, quoi. Passer un mois plus tard, c'est plein de fleurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, hein. Et puis, vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Là, je montre un exemple. Je l'ai vu encore la semaine dernière à Vienne. Je l'avais déjà vu au Mexique il y a 2 ans à une conférence. Ça, c'est Pietonito. Pietonito, c'est le super-héros des piétons à la ville de Mexico. Et vraiment, il s'habille comme ça en super-héros. Il a d'ailleurs généralement une cape. Ici, malheureusement, cette photo, il n'y avait pas, mais j'ai d'autres photos où il a des capes. Et en fait, lui, son truc, c'est de dire partout où il y a besoin, partout où il y a une injustice et puis où il faut agir,
bah, lui, en fait, a décidé de prendre ça en main et de le faire lui-même. Et il a d'ailleurs maintenant, ils sont tout un tas de piétonitos dans plusieurs villes du Mexique. C'est un truc qui est très contagieux. D'ailleurs, il est venu à Vienne, donc à la conférence mondiale sur la marche, pour nous parler de son action. Et c'est quelque chose qui est assez marrant, quoi. C'est peut-être un petit peu extrême, on va dire. Enfin, je veux dire, il est arrivé avec sa cape, avec son truc, vraiment comme Batman, quoi. Là, au milieu de cette conférence, c'était quand même un peu too much. Mais en même temps, il faut reconnaître que l'action qu'il fait, c'est nécessaire et ça a des résultats, dans le sens que, ici, par exemple, vous voyez une situation assez courante au Mexique. Hein. Vous avez le type de route, vous voyez là la dame avec son enfant qui doit avancer sur la route, parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de possibilité de cohabitation aisée avec les véhicules. Et donc, il n'y a pas de trottoir, ben, on le peint, quoi. Hein. Ça, c'est l'idée. Donc, il est là, ici, comme vous le voyez, en train de peindre le trottoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois qu'on rend un problème visible, ensuite, on ne peut plus l'ignorer. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Et le médecin fait un petit contrôle, puis vous dit « Ah, mais tiens, vous avez un cancer. » Ben, vous auriez voulu, vous, ne pas y être allé chez le médecin. Et puis ne pas qu'il vous dise ça. Et puis ne pas faire le contrôle. Et puis pas le savoir. Mais maintenant que vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et c'est ce qui se passe avec les villes. Avec les villes, une fois qu'on fait ça et qu'on peint ça dans la route, on ne peut plus l'ignorer. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez vous dire oui, c'est pas un problème, mais vous serez obligé d'agir. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que donc, généralement, une fois que Piétonite est passé par là, au bout d'un mois ou 2 ou 3, la ville aussi passe par là et agit et met en place des vrais trottoirs, et met en place des vraies traversées, et met en place un certain nombre de choses. Évidemment, vous faites ça pas tout seul dans votre coin. Vous prenez un copain qui filme le truc, qui le met sur YouTube, vous prenez un copain, vous écrivez à un copain qui est journaliste, qui vient faire une photo pour le mettre dans le journal local, ainsi de suite. Hein, évidemment, il y a un peu de com à faire autour de ces choses. Mais c'est des choses qu'on peut effectivement faire. Et Piétonito est un citoyen comme un autre. C'est un mec normal, quoi. Avant ça, c'est pas du tout, c'est pas quelqu'un qui est né activiste, vous voyez ce que je veux dire, ou qui a décidé un jour, tiens, je vais être super-héros, quoi. Mais il en a eu marre. C'est simplement ça. Je crois qu'il avait un problème avec sa mère, parce que sa mère était un peu handicapée, puis du coup, évidemment, vous remarquez un peu plus le fait que chaque fois, il faut faire des efforts pour traverser la route, mais c'est quand même ça. Hein. Parfois, évidemment, on a une histoire personnelle qui nous pousse, mais je pense qu'indépendamment de ça, on peut tous, à notre niveau, agir à un moment donné pour changer ces petites choses qu'on voit qui ne sont pas comme on voudrait, quoi. Donc, décider du budget à consacrer, ça c'est une question qui est vraiment assez importante. Je suggère, vu que nous sommes en Suisse et que nous avons plein de banquiers, trouver une petite mascotte pour votre banquier, c'est-à-dire trouver finalement des choses que votre banquier pourrait parrainer. Ici, je montre l'exemple de la Stadt Lounge à Saint-Gall, c'est un excellent exemple, hein, où toute une zone de rencontre entière a été finalement faite et la ville n'avait pas d'argent pour la faire, donc ils ont décidé de faire un truc que je trouve de génie. Ils ont décidé de demander à Pippi Lottirist, qui est donc cette grande artiste suisse, évidemment, à un prix à l'heure défiant toute concurrence, de faire la zone de rencontre. Et puis ensuite, ils ont décidé que c'était la Raiffeisen, qui était la banque qui était sur la place, qui allait payer. Et le truc génial de cette histoire, c'est que comme c'était Pippi Lottirist, bah, la banque a trouvé que c'était une excellente idée, parce que comme ça, ils pouvaient dire, oui, Pippi Lottirist, bah oui, c'est vrai, c'est une artiste de renom, elle est très connue, donc du coup, évidemment, ils ont voulu s'associer l'image de marque, hein, et gagner la réputation qu'elle avait. En plus, comme c'était devant leur porte, aussi évidemment, pour leurs clients, c'était quand même quelque chose d'assez... Alors après, il faut assumer Pippi Lottirist, hein, parce que quand même, c'est un rouge pétant, elle vous met cette sculpture de bagnole là devant, justement, puis comme ça les gamins peuvent monter dessus, puis vous montrez des photos. Vous voyez ici la logique ici du stationnement, je trouve d'ailleurs génial, parce que justement ça répond bien à ce que je dis généralement, c'est-à-dire que c'est juste dessiner au sol des petites bagnoles comme vous feriez chez vous, quoi. Hein. Et puis du coup, ben, ce que je trouve génial là-dedans, ça occupe pas d'espace. Quand la voiture est garée, elle est garée, elle a le droit d'être là, c'est logique, c'est son stationnement. Dès que la voiture part à la seconde, ben, les mecs continuent à marcher là. Vous voyez ? Ça, c'est ça la beauté d'un espace partagé. C'est un vrai espace partagé. Ce n'est pas un espace partagé seulement de temps en temps, c'est un espace partagé immédiatement. Dès qu'il n'y a plus usage de l'un, il y a usage de l'autre.
De même, dès que les piétons ne seront plus là, la voiture peut se garer, c'est de nouveau sa place, quoi, hein. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la place de l'un et la place de l'autre, ça n'a à voir qu'avec la présence de l'autre, hein. Et du moment qu'on n'a plus de présence, il n'y a pas de raison d'avoir de place. Du moment qu'il y a de nouveau de la présence, il y a des bonnes raisons d'avoir de la place. Et donc, il faut trouver des systèmes comme ça, qui sont ce que j'appelle des systèmes spatio-temporels, donc des systèmes élégants de partage de l'espace. On ne partage pas que de l'espace, on partage du temps. On partage du temps de présence. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à plutôt défendre ça, plutôt que de défendre un autre type de choses. Vous pourriez aussi, et je dis toujours ça parce que je trouve qu'on pense toujours que c'est cher de faire des choses et on ne se rend pas compte qu'on dépense tellement d'argent tous les jours pour tellement de choses. Eh bien, si vous investissiez le prix d'une pizza par jour, 20 francs, et encore je suis sympa parce que la plupart des pizzerias maintenant, trouver une pizza à 20 francs, ça devient difficile, hein. Mais disons, 20 francs, pour faire simple, on va faire arrondi. Donc, ok, vous dites, ok, je mange une pizza, bah aujourd'hui peut-être je n'en mangerai pas, ok, je mets 20 francs de côté, vous mettez 20 francs de côté, à la fin de l'année, vous avez 7300 francs. Parce que déjà, vous ferez un beau tour du monde. Mais admettons que vous vouliez faire un truc sympa pour vous et pour votre ville, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez lancer un concours, admettons que vous vous mettez à 2 ou 3, faites ça avec votre meilleur copain, vous faites un pari, vous dites, ok, on ne va plus manger de pizza pendant une année, déjà ça vous fera maigrir, et puis ensuite, ça vous fera 15 000 francs. Avec 15 000 francs, vous lancez un concours avec des artistes. Avec 15 000 francs, on peut faire beaucoup de choses. Et de toute façon, les artistes sont toujours prêts à faire parce qu'ils adorent le challenge. Mais c'est sûr qu'un concours, ça motive. On peut gagner un prix aussi. Et du coup, vous leur dites, comme ici par exemple à Mexico City, faisons le banc le plus fou de la planète. Hein, voilà par exemple ce que ça donne. Et puis il n'empêche que les gens vont quand même s'asseoir dessus. C'est ça qui est mythique. Là par exemple. Après, bon, il faut quand même gravir, quoi. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est intéressant, et de voir aussi à quel point les gens, parce que quand vous passez comme ça, vous voyez Mexico City, c'est des grandes avenues, c'est des situations complexes. Donc pour essayer d'avoir quelque chose qui attire l'œil, qui vraiment marque les esprits et qui dit on peut faire autre chose que de circuler à 70 ou 80 à l'heure dans cette ville, ben, c'est important. Et moi, je vous conseille vraiment beaucoup de travailler avec des artistes. C'est des gens qui ont toujours un regard neuf sur les choses et qui vont vraiment changer du tout au tout les espaces et qui vont utiliser des micro-espaces et en faire quelque chose de beau, quoi. Parce que finalement, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce que je vais vous dire ce soir, ça peut se résumer à une chose. C'est le combat entre la beauté et la laideur. C'est un combat entre quelles sont les choses qui nous émeuvent, qui font que quand on passe, notre cœur est chaud, et puis quelles sont les choses qui nous laissent froid, voire qui nous refroidissent quand on passe, parce que c'est juste fonctionnel, parce que c'est juste moche. Et puis, c'est pas qu'esthétique, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'on en fait, hein, c'est quelle est la valeur d'usage de ces choses, de ces lieux. Et par rapport à ça, c'est vrai que les artistes ont un sens assez fort de la beauté. Alors, beauté qui peut être très large, hein, chez eux, et puis tout d'un coup, vous pouvez avoir des trucs sincèrement pas beaux, hein, je ne nie pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait toujours quelque chose. Hein, on reste rarement indifférent. Donc, pensez-y, parce que tant qu'à investir de l'argent quelque part, je trouve qu'investir dans des artistes, ça apporte beaucoup de fruits. Et puis, ça fera beaucoup changer aussi la posture de votre ville. Quand vous faites ça de manière assez systématique, je pense par exemple à Saint-Étienne, qui est donc devenue ville de l'UNESCO du design, avec laquelle je travaille beaucoup, hein, proche de Lyon. C'est une ville qui appartient au club finalement relativement restreint des villes UNESCO de design. Il y a une dizaine de villes dans le monde qui sont généralement des grandes villes, des capitales comme Séoul, Montréal, etc. Et tout d'un coup, là au milieu, il y a Saint-Étienne, qui est une petite ville, à peine 200 000 habitants, qui n'a pas du tout forcément les moyens, disons, de cette espèce de grandeur comme ça, liée au fait d'être comme ça dans un réseau international avec des beaucoup plus grandes capitales qu'elle, même pas capitale. Et ce qui est intéressant à Saint-Étienne, c'est qu'ils ont vraiment développé ce design, ils l'ont mis au cœur de tous les projets. Et ils ont par exemple lancé un projet qui s'appelle Banc Public, qui était banc d'essai, qui était un projet de dire, avec des bancs publics, on fait des bancs d'essai à chaque fois un peu différents. Et ils ont fait des appels à
à banc, si vous voulez, pour que des gens leur proposent des bancs, donc des designers, des artistes, des boîtes aussi qui font des bancs, leur ont proposé des prototypes, des bancs un peu innovants, des choses différentes, et ils ont mis ça. Et ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est que maintenant, ils ont toujours cette capacité, parce qu'à la base, c'est la cité du design, c'est pas la ville, c'est pas l'agglo, c'est des gens qui sont dans une sorte de posture un peu à mi-chemin entre des universitaires, des instituts de recherche, des gens qui sont designers, qui font du design et qui ont aussi cette biennale du design, donc c'est un peu des créatifs, ils sont quelques centaines, peut-être quelques dizaines uniquement finalement, à être vraiment à faire pression sur la ville et à dire, et c'est tant mieux. J'ai par exemple maintenant un nouveau contrat avec eux qui est sur l'extension de la ligne de tramway pour lequel la Cité du Design a demandé à la ville, nous on veut qu'il y ait un travail sur l'identité, sur le design de ce tramway avant qu'il soit mis en service. Et du coup la ville, pour finir, sous la pression, a dit oui. Et puis même maintenant, ça devient normal. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils lancent une consultation pour faire un nouveau projet, que ce soit pour un tram, pour un bus, pour des nouveaux quartiers, pour n'importe, il y aura toujours un chapitre sur la question du design. Parce que c'est devenu pour eux quelque chose d'essentiel, de normal. Et c'est ça aussi que je pense qu'il est nécessaire de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait comme ça des postures artistiques, des postures de design, des postures de beauté, au sens large du terme, qui rentrent dans les procédures normales pour faire de la ville, pour faire des transports. Et ça, c'est vraiment, en l'occurrence, c'est vraiment bottom-up. C'est vraiment les gens qui organisaient cette biennale du design, qui ne sont pas du tout des gens de la ville ni de l'agglo, mais qui sont en lien avec ces gens. Et il faut profiter aussi parce qu'on a des petites villes, on a la chance finalement d'être peu d'acteurs. Parce que je dis ça, parce que quand je travaille avec Paris ou Buenos Aires, j'ai plus de mal à faire ça. Rien qu'au département de la mobilité de la ville de Paris, ils sont déjà 600, rien que les cadres de ce département particulier, ils sont au total 35 000, si je ne me trompe pas. Je veux dire, c'est une ville entière pour gérer Paris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La ville, je ne parle pas de l'Île-de-France. Et c'est ça aussi, il faut se rendre compte. On a la chance, quand on est dans des plus petites villes, de pouvoir toucher plus vite à la fois nos politiciens et nos techniciens. Donc c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose.